Bonjour, donc je vais intervenir immédiatement après. Je suis avocat, notamment l'avocat de Reporters sans frontières, et j'interviens principalement sur les délits de presse et le droit de la presse de manière plus générale. Alors, je vais vous parler du moment où 4 lycéens qui montent leur journal choisissent à la courte paille lequel des 4 sera le directeur de la publication, parce qu'il faut bien en désigner un, et quelle responsabilité propre il encourt par rapport à ses 3 amis qui auront la chance d'avoir eu la paille plus courte ou plus longue, ça dépend des règles que vous prendrez, par rapport au directeur de la publication. C'est pas un choix qui est anodin, parce qu'un directeur de la publication encourt 3 types de responsabilités. D'abord, une responsabilité légale de plein droit. Parce qu'il est désigné directeur de la publication, il aura une responsabilité propre. Premier élément. Deuxième élément, comme c'est la personne qui prend la décision de rendre public ou non un écrit ou un propos, il encourt une responsabilité pénale de plein droit. L'acte de publier quelque chose engendre un système de responsabilité derrière. Et troisièmement, toujours parce que c'est lui qui prend la décision de publier, il encourt une responsabilité civile, c'est-à-dire qu'il devra répondre, avec l'articulation avec les parents, il devra répondre des conséquences financières de ses actes. Et à chaque fois, on a un système de responsabilité et un système juridique propre. Responsabilité légale de plein droit du directeur de la publication, c'est le système des délits de presse et du droit de la presse. Responsabilité pénale du fait de publier, c'est toutes les infractions accessoires au droit de la presse, qui seront les apologies, l'atteinte à la vie privée, etc. Et responsabilité civile, c'est sa participation à un acte qui cause un préjudice à un tiers. Ça va être la présomption d'innocence, le droit des marques, le dénigrement, etc. Et à chaque fois avec un système juridique particulier. Voici les 3 systèmes, je vais les présenter très rapidement, puis à chaque fois avec les infractions propres. D'abord, les délits de presse. En matière de délit de presse, en 1881, l'objectif premier de la loi était de permettre aux lecteurs et aux victimes d'infractions de presse d'avoir dans un journal, dans un écrit périodique, une personne physique responsable. Le grand jeu jusqu'en 1881, au début de la Troisième République, c'était de nommer comme directeur de la société éditrice une personne physique qui bénéficiait d'immunité parlementaire, de manière à ce que la personne physique ne soit jamais poursuivie, la société éditrice vaguement responsable des dommages, mais on pouvait éviter comme ça les tribunaux. Et le but du jeu de la loi est donc de trouver un système qui permette systématiquement de trouver une personne physique qui réponde des actes de la publication. C'est pour ça qu'on a un système qui est propre au délit de presse de responsabilité pénale. En 1, la personne victime d'un délit de presse doit poursuivre le directeur de la publication, c'est-à-dire la personne désignée comme telle dans la publication, dans l'ours, ou, s'il n'est pas désigné, le gérant de la société éditrice ou le président de la société éditrice. Si cette personne n'existe pas, n'est pas désignée, c'est une société de fait, etc., ce sera l'auteur des écrits, puis après l'imprimeur du journal, et enfin le distributeur du journal, si jamais on n'a pas trouvé les 3 premières personnes. Le directeur de la publication, quand il existe, doit toujours être poursuivi. Je ne peux pas poursuivre l'auteur d'un article diffamatoire sans poursuivre également le directeur de la publication. Je suis diffamé dans l'Express, je ne peux pas poursuivre le journaliste qui m'a diffamé si je ne poursuis pas le directeur de la publication. C'est-à-dire que le directeur de la publication encourt systématiquement la responsabilité de tous les propos qui sont diffusés, sauf lorsqu'il n'a pas la maîtrise des propos. Ce sera par exemple à la télévision, quand ce sera des propos qui sont tenus en direct, il n'a pas la maîtrise des propos, donc il n'est pas responsable, ou ce sera dans les blogs, etc., sur les commentaires non modérés sur les sites internet. Mais dès qu'il a la maîtrise du contenu, il est responsable, il sera systématiquement poursuivi, sinon l'action n'est pas recevable. Premier élément. Deuxième élément, le directeur de la publication bénéficie de droits propres pour assurer sa défense et la défense du journal dans lequel il est directeur de la publication. C'est le directeur de la publication qui peut exercer
ce qu'on appelle l'exception de vérité des faits, c'est-à-dire lorsqu'on est poursuivi en diffamation, on peut s'exonérer de sa responsabilité si on arrive à prouver la véracité des propos. J'accuse Monsieur X d'avoir détourné des fonds. C'est diffamatoire parce que ça porte atteinte à l'honneur et à la considération de Monsieur X. En revanche, je ne suis pas condamné pour diffamation si j'arrive à apporter la preuve complète qu'effectivement, il a détourné des fonds. La seule personne qui est recevable à apporter cette preuve en justice, c'est le directeur de la publication. Alors c'est un aspect concret, c'est-à-dire que quand il y a une enquête et quand il y a des accusations qui sont proférées graves dans un journal, toutes les preuves doivent remonter préalablement au directeur de la publication, qui se doit de les vérifier avant de publier le papier. Il peut pas dire, le journaliste ne peut pas se contenter de dire « c'est bon, on m'a dit que, j'ai les preuves, si jamais on a un souci, je vous montrerai les preuves ». Non, c'est préalablement à la décision de publier, le directeur de la publication doit disposer pleinement des preuves, des propos qui sont dans la publication. Donc on a une responsabilité en cascade pour les délits de presse, qui sont l'injure principalement et la diffamation. La diffamation, l'imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur et à la considération, sur laquelle on peut se défendre soit en apportant la véracité des propos, comme je l'ai dit, soit c'est un autre moyen de défense en apportant ce qu'on appelle la bonne foi, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à apporter la preuve absolue de la véracité des propos, mais on arrive à prouver qu'on a fait une enquête sérieuse, dépourvue d'animosité dans les propos, et mesuré dans l'expression. Voilà. La preuve de la vérité des faits est très très rarement acceptée par les tribunaux. En 10 ans de pratique, j'ai dû la voir 1 ou 2 fois seulement. D'abord parce que les personnes qui poursuivent, en général, essaient si les propos sont vrais ou faux, et donc s'ils sont vrais, ils ne poursuivent pas. Il ne faut pas prendre le risque d'avoir une preuve de la vérité des faits qui est faite. Donc on va poursuivre que les propos qu'on sait non avérés. Et deuxièmement, le juge est vraiment très sévère sur la preuve qui doit être apportée. Elle doit être complète, absolument complète par rapport aux propos qui sont visés. Et surtout, elle doit être apportée en tout début de procédure, c'est-à-dire dans les 10 jours qui suivent l'assignation ou la citation devant le juge. C'est très bref, mais ça a un objectif précis, ça vise à obliger le directeur de la publication à réunir les preuves avant même de publier. Voilà, il ne peut pas faire son enquête après, dans le délai de 10 jours, il n'aura pas le temps, c'est pour s'assurer qu'il fait l'enquête avant la décision de publier et non pas après, en rattrapant le temps perdu. Donc la diffamation de système de défense. Deuxième délit de presse important, l'injure. C'est l'invective, le propos outrageant, etc., qui se distingue de la diffamation parce qu'il n'y a pas l'imputation d'un fait précis. Je traite quelqu'un d'imbécile, il n'y a pas l'imputation d'un fait précis, ce sera de l'injure. Je vise un fait précis, ce sera la diffamation, avec des zones grises où c'est toujours très difficile de savoir si c'est l'injure ou la diffamation. Par exemple, j'accuse quelqu'un, j'impute à quelqu'un d'avoir participé à une manifestation de néo-nazis. C'est un fait précis, c'est participer à une manifestation de néo-nazis, c'est de la diffamation. Je traite quelqu'un de néo-nazi, c'est l'imputation d'une opinion, ce sera de l'injure. Voilà. Donc là, l'exemple peut être simple, mais parfois, c'est très compliqué et ça aboutit à beaucoup de relax dans la mesure où il est parfois difficile d'articuler les faits suffisamment précisément pour savoir si c'est de l'injure ou de la diffamation. Voici pour les principaux délits de presse. Ensuite, nous avons les délits de droit commun sur lesquels le directeur de la publication engage sa responsabilité non pas parce qu'il a été désigné comme directeur de la publication par la loi, enfin dans le journal par la loi, mais parce qu'il prend matériellement la décision de rendre public les propos. Ce sera le responsable d'un site internet qui diffuse un mail qu'il a reçu. Ce sera la personne qui affiche le journal dans la rue. Ou ce sera le directeur de la publication d'une manière générale, mais pour des actes qui ne relèvent pas de la loi sur la presse, pour une responsabilité pénale de droit commun. Alors, il y a plein d'exemples de responsabilité pénale de droit commun. Ce sera tous les crimes d'apologie ou d'incitation à la haine, où là, les peines sont très lourdes,
5 ans quand c'est par voie de papier, ça monte à 7 ans pour les apologies de terrorisme quand c'est de manière électronique. On a quelques exemples depuis l'année dernière de condamnation à des peines de prison pour apologie de terrorisme, notamment avec les exemples des drapeaux de l'État islamique. Donc c'est des peines très lourdes, et même si le directeur de la publication n'a pas fait personnellement l'apologie, s'il prend la décision de publier des propos qui contiennent cette apologie sans prendre des mesures de prudence, sans contextualiser les propos, c'est-à-dire sans s'en écarter sur le fond, il sera auteur de l'apologie, parce que l'élément constitutif premier des délits d'apologie ou d'incitation à la haine, etc., c'est le fait de rendre public. Ce n'est pas le fait de penser quelque chose, c'est le fait de rendre public l'apologie. On a également d'autres exemples de délits dont sera responsable le directeur de la publication. C'est toutes les interdictions de publication d'images, les images qui portent atteinte à la dignité des victimes d'infractions de terrorisme. C'est l'exemple classique de la photo de Paris Match dans le métro Saint-Michel. Les interdictions de diffuser les images de personnes menottées lorsqu'elles portent atteinte à la présomption d'innocence, etc., etc. Alors des délits plus exotiques qui sont moins souvent poursuivis, délits de fausses nouvelles, etc., etc. Voilà. Troisième type de responsabilité, c'est des responsabilités qui seront des responsabilités civiles, c'est-à-dire où le directeur de la publication sera responsable des conséquences financières dommageables de la publication. Là, on a tout le contentieux applicable au respect de la vie privée. Le respect de la vie privée n'est pas une infraction pénale en tant que telle, c'est une responsabilité civile. Il y a une chambre entière qui est spécialisée au tribunal de grande instance de Nanterre, qui passe sa journée à juger des affaires de Voici, Paris Match, etc., pour les atteintes à la vie privée, etc. Les conséquences sont uniquement financières, mais elles peuvent être très lourdes. Ça peut aller jusqu'à, pour les plus grosses condamnations, jusqu'à 1 million d'euros pour des personnes qui refusent systématiquement toute publication dans les journaux et qui se voient un élément important de la vie privée qui se voit révélé dans les journaux. Donc pas de condamnation pénale, mais des condamnations financières qui peuvent être très lourdes et pour lesquelles le directeur de la publication sera également responsable. Donc trois types de délits de prêt, trois types de responsabilités. Responsabilité civile de droit commun. Dernière chose sur la responsabilité civile de droit commun, il est également, le directeur de la publication sera également responsable civilement de toutes les autres infractions commises dans le journal, solidairement avec les autres auteurs. Je pense aux actes de dénigrement qui seraient commis dans le journal, par exemple un article qui dirait que tel restaurant n'est vraiment pas bon, qu'on tombe malade, etc. Aux actes de contrefaçon, la publication d'une photographie qui porterait atteinte au droit d'auteur du photographe et pour lequel on n'aurait pas demandé l'autorisation, etc. Donc les sources de responsabilité du directeur de la publication sont évidemment très importantes, et donc celui qui perd à la courte paille engage plus sa responsabilité que ses petits camarades. Alors je vais nuancer tout ce que j'ai dit, dans la mesure où il faut être bien clair que l'objectif du législateur en forçant la désignation d'un directeur de la publication n'était pas de faire peser tout le poids du monde sur une seule personne, mais de permettre aux victimes d'infractions de presse de trouver un coupable. Si bien que même si on n'est pas directeur de la publication, les autres intervenants dans le processus de la publication encourent quasiment les mêmes risques. Et en définitive, le fait de dire oh, il faut que ce soit une personne majeure parce que les mineurs, comme ça, n'encourent aucun risque de responsabilité est totalement faux. Je pense que le dernier intervenant vous expliquera mieux que moi, mais un journaliste qui n'est pas directeur de la publication peut être poursuivi et encourt les mêmes peines en sa qualité de complice. Il ne prend pas la décision de publier un article, mais il participe à la commission
du délit par la fourniture de moyens, à savoir l'article, les propos litigieux. Il peut être également poursuivi civilement comme ayant participé à la commission des propos et donc répondra également civilement des conséquences dommageables de ces actes. Il y a finalement assez peu d'exemples où le directeur de la publication supporte seul et exclusivement le risque d'une condamnation. En gros, à chaque fois, la victime peut rechercher la responsabilité de toutes les personnes physiques qui participent directement ou indirectement à la commission de l'acte délictuel. Si bien que les autres journalistes ou les autres participants à un journal lycéen qui ne seraient pas directeurs de la publication encourent malgré tout les mêmes risques juridiques et les mêmes risques contentieux que le directeur de la publication. Donc dire il faut protéger les élèves, il faut protéger les mineurs en refusant qu'ils soient désignés directeurs de la publication est un faux argument. Non, juridiquement, ils encourront les mêmes risques, et je terminerai là-dessus, ils encourent davantage de risques lorsqu'ils commentent un statut sur Internet, ils n'ont pas forcément la conscience de la gravité de ce qu'ils vont dire et de l'audience qu'ils vont avoir, que dans le cadre d'un journal lycéen structuré avec une histoire, avec des amis sur lesquels ils vont discuter de chacun des articles et sur lesquels ils vont prendre soit individuellement, soit collectivement de la décision du bon à tirer. C'est-à-dire, je mets dans le journal, je ne le mets pas, je diffuse, je ne diffuse pas. Donc, l'argument d'une protection du mineur par rapport à un directeur d'application, à mon sens, ne tient pas. Il faut trouver une autre explication pour refuser aux mineurs le fait d'être désigné directeur de la publication. Oui, il y a un élément que j'ai omis. J'ai parlé uniquement des sanctions des délits de presse qui interviennent postérieurement à la publication. Il arrive exceptionnellement lorsque la victime, enfin, la potentielle victime sait à l'avance qu'un délit de presse sera commis, par exemple la publication d'un livre qui portera atteinte à la vie privée, etc., où il peut demander à l'avance des mesures propres à empêcher la commission du délit, en gros la saisie du livre de manière à éviter sa publication. On a des exemples en vie privée avec des mesures d'urgence, de référé, qui visaient à interdire, avant toute publication, la mise en presse d'un livre. On a un exemple Alain Delon, on a d'autres exemples avec le livre sur... je me souviens plus d'ailleurs si c'était avant ou après, sur le docteur de Mitterrand. C'était intervenu avant. Oui. C'était une saisie avant. C'était une violation du secret médical. Oui, c'est une violation du secret médical, mais c'était également une saisie qui était intervenue avant toute publication. Donc il y a des mesures également d'urgence qui permettent la saisie des ouvrages avant la publication et donc avant la commission de l'infraction. Alors, il n'y a pas de responsabilité pénale en tant que telle, mais il y a évidemment des conséquences en matière de diffusion des propos et d'atteinte à la liberté d'expression.